Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre ce soir pour notre conférence avec Dominique Bucheton sur l'éthique et les pratiques enseignantes autour de son livre Les gestes professionnels dans la classe, éthique et pratiques pour les temps qui viennent. Donc c'est une conférence qu'on organise, nous, les éditions ESF Sciences Humaines, avec donc Dominique Bucheton. Je vous laisse découvrir donc son livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous voyez dans l'onglet sondage. On vous demande si vous l'avez lu ou pas pour savoir un petit peu au niveau du public, est-ce que vous avez déjà lu l'ouvrage ou vous ne le connaissez pas encore? Donc voilà, n'hésitez pas à répondre dans l'onglet sondage. Hop, je vois que... Merci, bonjour à tous. Donc au programme ce soir, nous allons donc d'abord faire une petite introduction avec Sophie Couraud, directrice des éditions ESF Sciences Humaines, qui va vous présenter la maison et très rapidement la collection Pédagogie, dans lequel s'inscrit l'ouvrage de Dominique Bucheton. Ensuite, donc nous allons passer à la conférence. Tout au long de la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et pas dans le chat, ce sera plus simple pour nous. Si votre question a déjà été posée, ne la réécrivez pas, mais vous avez la possibilité de voter pour les questions. Il y a un petit triangle en haut à droite des questions, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour faire remonter les questions qui vous paraissent les plus pertinentes. Comme ça, nous, on saura, on essaiera de les faire passer en priorité. Passons à l'introduction. Sophie, à toi. Bonsoir, merci à tous d'être aussi nombreux pour cette conférence animée par Dominique Bucheton, qui est signe de l'intérêt que vous portez à ces travaux. ESF Sciences Humaines est une maison d'édition indépendante qui publie, comme certains d'entre vous le savent déjà, des ouvrages, en particulier en pédagogie et en formation pour adultes. Je suis particulièrement heureuse de cet échange avec vous. Il est relativement rare qu'un éditeur puisse avoir en direct l'avis et l'interaction avec les lecteurs des ouvrages qu'il publie. Donc, c'est une grande chance et merci à vous pour cette conférence. L'une des principales collections publiées chez ESF Sciences Humaines est la collection Pédagogie. Elle est dirigée par Philippe Mérieux et c'est dans cette collection que nous avons publié début 2020 le dernier ouvrage de Dominique Bucheton, Les gestes professionnels dans la classe, éthique et pratique pour les temps qui viennent. Dominique Bucheton, vous la connaissez, elle est professeure honoraire de l'Université de sciences de l'éducation de Montpellier. Elle s'est notamment spécialisée dans la recherche sur les gestes professionnels. Son dernier ouvrage montre que les gestes professionnels des enseignants sont porteurs, bien entendu, de techniques, mais aussi, et je dirais même peut-être surtout, d'éthique et de valeurs. Et c'est donc le thème de son intervention. Merci infiniment, Dominique Bucheton, du temps que vous nous accordez ce soir et je vous laisse la parole. Oui. Merci, Sophie. Alors, juste, excusez-moi, Dominique, je vais juste répondre très rapidement aux premières questions techniques. La conférence est bel et bien enregistrée. Vous aurez accès au replay. Juste après la fin de la conférence, vous recevrez le lien par mail. Et c'est prévu pour durer 1 heure. Donc voilà, on terminera à 19 h. Donc, on va commencer. Déjà, Dominique, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et puis aussi nous expliquer pourquoi ce livre, Les gestes professionnels dans la classe, parce qu'on sent une dimension politique. Mais pour vous, quelle est l'urgence aujourd'hui de questionner le métier d'enseignant sur des dimensions éthiques autant que pratiques? Eh bien, bonjour à tout le monde. Je suis comme Sophie Couraud, enchantée d'entendre, de pouvoir discuter avec des professionnels, experts débutants, divers, etc. C'est une grande nécessité aujourd'hui de se parler. C'est le but de cette conférence, se parler, s'écouter, partager. Voilà, moi je suis une ancienne enseignante, j'ai fait 20 ans de collège, je pense. J'ai été formatrice, formation continue. Et puis, je suis devenue chercheuse et j'ai fini par diriger un gros, magnifique laboratoire pluridisciplinaire de recherche sur les questions d'éducation, mais avec une seule idée, dans le fond, tout au long de ma carrière, qui était de comprendre les raisons de l'échec des élèves,
que j'avais trop vu dans mes classes, que j'avais trop vu dans les établissements, dans les classes de CPPN, CPA, que je prenais très, très volontiers en collège et que personne ne voulait. Et de comprendre notamment cette question de l'échec scolaire dans les milieux défavorisés. Voilà. Cette question m'a toujours hantée. Je pense qu'on a avancé, on n'a pas encore les solutions, mais on a quand même beaucoup d'éclairage. Alors, pourquoi ce livre arrive aujourd'hui, écrit en 2019 mais pour plusieurs raisons. La première, la plus lointaine, la plus forte, la plus conséquente, c'est que ce métier enseignant va mal. C'est que l'école va mal. Et ce n'est pas une question simplement franco-française. C'est une question largement européenne. J'ai participé à des gros travaux internationaux. Elle se traduit par le fait que, par exemple, dans tous les pays d'Europe, la question du recrutement devient difficile. Il y a beaucoup d'enseignants qui s'en vont parce que ce métier est devenu très difficile et il est, d'après ce que disaient tous les gens que nous avons pu rencontrer, il est peu respecté, il est peu valorisé et il est surtout, disent-ils, mal formé. Donc ce métier va mal. Alors ça, c'est vraiment la première question. Il n'attire plus et c'est une question très grave. Voilà. La deuxième question, peut-être plus prosaïque et plus française, c'est que les enseignants en France, et notamment ces derniers temps, mais pas que récemment, avec les pandémies qui ont aggravé les choses, les enseignants ne vont pas très bien. On entend beaucoup de désespoir, beaucoup de malaise. En gros, on entend des gens qui disent qu'ils ne savent plus où est leur boussole. J'ai reçu ce message très récemment. J'ai perdu la boussole, je ne trouve plus la boussole. Et donc, au milieu d'injonctions paradoxales qui arrivent de tous les côtés depuis un certain temps déjà, et pas seulement depuis ces dernières années, les enseignants ne s'y retrouvent plus dans le fond, dans les valeurs fondatrices qui sont celles de la République, liberté, égalité, fraternité, et qui sont certes sur les frontons des écoles ou des municipalités ou un peu partout, mais qui deviennent des mots creux dans l'éducation, dans la mise en œuvre, dans les finalités. C'est un peu l'inverse auquel on assiste. L'échec scolaire augmente de plus en plus et c'est un tri sociologique qui se fait beaucoup. On est dans des logiques non pas de fraternité, mais de compétition, d'évaluation, d'évaluation. On n'est plus dans des logiques d'émancipation, de liberté, mais on est plus dans des logiques où il faut être dans des formats, des formes, des dispositifs. Et les derniers épisodes du bac nous montrent qu'on est dans des logiques de bachotage pour réussir, de capitalisation des savoirs, etc. Donc, en quelque part, le métier est en train d'être secoué de façon très, très profonde, dévastatrice, je le dis sérieusement, sur des choses tout à fait fondamentales qui concernent précisément la question que je veux débattre avec vous, c'est-à-dire la question de l'éthique. En d'autres termes, la question de l'éthique, pour moi, c'est la question de notre responsabilité. Et ce qui a traversé toute ma carrière de prof dans les collèges, dans des équipes de professeurs, ça a toujours été, puis dans les travaux de recherche, ça a toujours été de comprendre à quel niveau, dans le petit espace qui est le nôtre, dans les 50 minutes d'une classe, où se loge notre responsabilité, qui fait que quelquefois ça marche bien, c'est efficient, et à d'autres ça fonctionne très mal, ça produit du refus, ça produit de la résistance, des malentendus, etc. Et donc tout le travail que j'ai pu faire toutes ces années, ça a été d'aller chercher, et après je développerai un tout petit peu plus, ces questions de où se trouve notre responsabilité dans les micro-gestes tout petits que nous avons dans la classe. Est-ce qu'on peut décrire, est-ce qu'on peut comprendre? Pour avoir une responsabilité, il faut être conscient, il faut comprendre, sinon c'est travailler en aveugle. Donc voilà, c'est la question de fond que je voudrais débattre avec vous aujourd'hui. Et je voudrais dire aussi que la raison suivante qui est un peu à la fois une part de désespoir, je vous le dis tranquillement, de désespoir, j'espère momentané parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Je vois l'avenir, je pense qu'il faut penser loin. Mais ma question, mon désespoir, c'est que nous avons tellement travaillé, nous avons un tel capital de capacité à comprendre ce qui s'est passé, de capacité à développer, au contraire,
des dispositifs, des manières de faire qui sont là pour émanciper, pour développer l'esprit critique, pour développer l'intelligence collective, pour essayer d'ouvrir le plus possible la culture la plus largement possible, la plus plurielle possible, et non pas enfermer les élèves, par exemple, de lycée, dans des spécialités très tôt. Nous connaissons dans tous les dispositifs qui ont pu exister dans divers mouvements associatifs, pédagogiques, etc., depuis Freinet, depuis très très longtemps. Nous savons comment construire la solidarité, la citoyenneté, la responsabilité, la créativité. Et tout ça est en train de passer sous une chape de plomb qui est extrêmement inquiétante, où, dans le fond, on aurait des choses toutes faites, des dispositifs tout faits, des contraintes toutes faites, des évaluations toutes faites, des algorithmes tout faits, etc. Et je trouve que c'est personnellement très, très inquiétant sur la conception de ce que c'est qu'une culture éducative. Voilà la raison pour laquelle, dans le fond, je me suis mise à écrire ce livre, pour essayer d'alerter et de faire penser sur ces questions. Mais alerter ne suffit pas. Il faut, de mon point de vue, donner des outils, vraiment des outils pour comprendre ce qui s'est passé. Et ces outils, je vais terminer cette première question, ces outils, ce que nous avons fait, je dis je, mais en réalité c'est un nous, parce qu'en réalité, les travaux que je présente là dans ce livre sont le fruit de tout un tas d'équipes de professeurs, de formateurs, d'enseignants, d'équipes de recherche diverses et multiples qui ont travaillé avec moi. Et dans le fond, les résultats, c'est le résultat de cette espèce de pensée collective d'enseignants, de chercheurs, de formateurs que j'ai sans doute mis en synergie peut-être avec des rencontres magnifiques dans ma carrière. Et c'est ce que je voudrais un peu transmettre, non pas des modèles, mais des outils pour penser. Ils sont ce qu'ils sont, hein, pour penser qu'est-ce qui se passe véritablement à l'intérieur de la classe. Je ne parle pas de ce qui se passe autour, je parle de ce qui se passe à l'intérieur de la classe. Voilà un petit peu, Herminie, la réponse à ma première question sur le pourquoi de cette conférence, le pourquoi de ce livre et ses dimensions tout particulièrement éthiques sur nos responsabilités professionnelles et personnelles dans notre métier. Oui, et justement, l'intérêt pour les gestes professionnels et les postures des enseignants dans la classe, c'est quand même assez récent. Déjà, comment on pourrait définir ces deux termes? Si vous pouvez nous éclaircir. Je vais d'abord, pour répondre à votre question, je vais d'abord essayer de dire peut-être la spécificité de notre travail, les méthodes, dont je me rends compte finalement peut-être après coup. C'est toujours étrange. Il faut que les choses mûrissent, vieillissent, pour arriver à comprendre la portée. Dans le fond, ce que j'ai essayé de faire, etc., c'est d'essayer effectivement d'arriver à voir s'il y avait des choses communes, je dis choses pour l'instant, entre deux enseignants qui faisaient exactement la même leçon, dans le même ordre, avec le même manuel et avec des élèves à peu près du même milieu social et la même composition sociale. Et donc, pour essayer de voir où se logeaient les différences. Et à partir de cette analyse, ces observations filmées, etc., détaillées, eh bien, nous avons réussi à, évidemment, après beaucoup de travail et beaucoup d'autres vidéos, nous avons réussi à identifier un certain nombre de gestes professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on appelle gestes professionnels? Bon, parce que c'est le métier, hein, mais c'est aussi la voix, le corps, mais c'est essentiellement de la parole, mais pas seulement. Les déplacements sont aussi tout à fait précis et spécifiques. Hein. Mais ces gestes professionnels, dans le fond, on a réussi à en faire des catégories, des grandes catégories. Et ces grandes catégories correspondent à ce que nous avons appelé des préoccupations. C'est-à-dire, quand l'enseignant est dans sa classe, il a 50 choses à faire à la fois. C'est pourquoi nous l'avons appelé multi-agenda, plusieurs choses à faire qui se font en même temps. C'est une espèce de grammaire simple et à la fois complexe parce que ces préoccupations se croisent, se superposent. C'est effectivement regarder, observer, etc. Et puis faire avancer la leçon et regarder si tout le monde suit, etc., etc. Donc voilà,
l'idée, c'est d'essayer de construire des catégorisations de ces grands ensembles de préoccupations. Voilà. Voilà la première définition de geste professionnel. Je vais revenir un tout petit peu pour vous en expliquer, non pas, ça a été beaucoup écrit, publié, etc. Peut-être que là, je vais essayer de les décrire un peu d'une autre façon, peut-être un peu nouvelle, qui est de regarder la dimension éthique qu'on peut lire dans les différents gestes qui ont différencié un enseignant d'un autre enseignant sur la même leçon. Et on l'a beaucoup fait en étudiant la manière dont les enseignants interrogent, questionnent, répondent aux élèves pour essayer de comprendre les contenus et la manière de s'adresser aux élèves, etc. Et donc, nous avons identifié, bon, c'est assez connu, mais je vais le reprendre, nous avons identifié un certain nombre de préoccupations communes qu'on va appeler tissage, pilotage, étayage, atmosphère, choix des objets de savoir. Ça, c'est toujours en permanence, quel que soit le moment de la classe, c'est toujours en permanence dans la tête de l'enseignant. Et il va bricoler avec ses préoccupations, bricolage difficile au sens où il va prendre des décisions non-stop. Une intervention, une séance de classe de 50 minutes, on va dire, une moyenne de 50 minutes, fait intervenir entre 500 et 1200, 1300 interactions. Entre 500 et 1200, 1300 interactions entre le maître et les élèves. Interaction, c'est oui, non, et, oh, c'est, et une phrase complète, etc. Autrement dit, c'est un jeu. Les gestes professionnels sont des réponses et des questions, c'est une action constante à toute vitesse qui se déroule. OK. Donc, on a un petit peu regardé ça de près pour regarder les points communs entre tous les enseignants. Et cette notion, par exemple, de tissage, en quoi elle répond ou non à des finalités éthiques, à des finalités éducatives. La notion de tissage, c'est l'idée que on ne peut pas faire classe, on ne peut pas aborder une nouvelle notion, une nouvelle question, sans se préoccuper de ce que l'élève sait déjà, ce qu'il a déjà appris dans sa vie, dans son expérience dans le monde. Je me souviens d'avoir enseigné des choses sur le Japon et avoir commencé à demander à mes élèves, mais vous savez quoi sur le Japon? Et donc, il y avait toutes les marques, Toyota et autres qui sont sorties et tout un tas d'autres choses. Et petit à petit, pour leur faire comprendre qu'ils savaient déjà des choses sur le Japon, par exemple. Okay. Et cette notion de tissage, elle est au sens où on va respecter les savoirs et l'expérience des élèves, on va la prendre en compte, on va l'écouter et on va la travailler pour la faire avancer et pour qu'ils en prennent conscience. Et comme ils ont des expériences diverses, ils vont commencer à partager. Voilà. Ce qui nous a terrifiés, je vais vous dire, quand on a regardé les résultats sur le tissage, je vais insister un tout petit peu, c'est que j'espère que ça a un peu évolué depuis le temps que nous prêchons sur cette question, mais dans les classes, j'allais dire, d'un enseignement très académique, ça a occupé 7% des interactions entre les maîtres et les élèves, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire rien. Quand on allait en lycée professionnel, ça a occupé 50% des interactions. Autrement dit, prendre en compte le vécu, le savoir, ce que sont les élèves dans leur singularité, c'est quelque chose de l'ordre de l'éthique, c'est les respecter en tant que personne et en tant que singularité. Je prends cet exemple. Je vais en développer peut-être un autre, si vous souhaitez. Mais je vais prendre le concept, aujourd'hui, je crois, extrêmement important, le concept d'atmosphère. Le concept d'atmosphère, nous avons choisi ce concept pour dire que on ne peut pas se parler dans une classe, on ne peut pas penser dans une classe s'il n'y a pas un échange de paroles, s'il n'y a pas un échange de pensées, s'il n'y a pas le respect de la parole de l'autre, s'il n'y a pas de l'écoute de la parole de l'autre. Et donc, la question, c'est comment l'enseignant va réussir à laisser un espace de pensée singulière et collective dans la classe pour qu'il soit entendu, pour qu'il soit vu. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se vit et ce qu'on entend sur les difficultés des adolescents, harcèlement, insécurité, ce concept d'atmosphère prend une importance très grande. C'est-à-dire que dans l'espace de la classe doit être un espace de sécurité morale,
de sécurité affective, on le reconnaît, on l'écoute, on le voit, et de sécurité intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas idiots, qu'ils ne se sentent pas nuls. Et ce concept d'atmosphère, c'est cette espèce de nécessité de construire une pensée collective, une citoyenneté d'une certaine façon, hein, un être ensemble qui est derrière ce concept d'atmosphère. Voilà pour vous donner 2 exemples sur la question des termes que nous avons choisis. Voilà, donc pour vous essayer de vous définir. Pour dire simplement, quelquefois, il suffit d'écouter la manière dont l'enseignant pose la question et répond pour avoir un enseignant qui va être à l'écoute et qui va faire prolonger, qui va respecter, qui dit oui, peut-être, mais, et continuons, ou l'autre enseignant qui dit non, 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 non. Et là, on a déjà, simplement à l'écoute, on entend que l'on a une autre atmosphère qui se met en place, avec des effets tout à fait immédiats à voir sur les classes. Vous avez devant vous les explications plus précises. Ce que nous avons compris aussi, et merci de passer cette diapo, ce que nous avons compris aussi très très vite, c'est que les réactions des élèves, elles n'étaient pas sensibles à un seul geste, heureux ou malheureux. Hein, ce n'est pas parce qu'une fois on a eu un geste malheureux avec un élève sorti trop vite, ou au contraire un enthousiasme, etc. Non, les élèves ne sont pas sensibles à un geste spécifique. Ils sont sensibles à ce que nous avons compris plus tard, à des postures. Alors, qu'est-ce que c'est que des postures? Eh bien, c'est une concaténation de plusieurs gestes d'atmosphère, de pilotage, d'étayage, etc., qui sont concaténés ensemble. C'est quelque chose qui est construit dans notre tête pour réussir à prendre des décisions. Sinon, on ne pourrait pas faire classe. Sinon, on ne pourrait pas conduire sa voiture si on n'avait pas un ensemble de gestes qui fonctionnent ensemble pour intervenir rapidement dans une situation. Voilà, j'observe brusquement que la classe ne comprend pas. J'étais en train de faire un cours magistral et ouf, personne ne suit. Je change de posture. Et j'ai une autre posture à ma disposition qui va être plus d'accompagnement, poser des questions, etc. parce que j'ai senti le danger et je change de posture. Et au contraire, quand j'arrive dans une classe où ça roule et ça tourne, eh bien, je peux tranquillement passer en posture de lâcher prise parce que je sais que le contrat est passé, je sais qu'ils sont d'accord, je sais qu'ils savent où ils vont, je sais ce qu'ils savent faire et qu'ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont leur but à atteindre, ils vont le faire ensemble ou séparément. Et là, je me mets en posture de lâcher prise. Ce que nous avions observé, c'est que donc les élèves étaient sensibles aux postures des enseignants plus qu'à des postures, plus qu'à des gestes spécifiques. Et c'est là que le coajustement se joue, dans ce coajustement des postures. Voilà, pour expliquer. Je ne sais pas si je dois développer plus. On va avoir beaucoup de questions, donc je pense qu'après, pour le reste, n'hésitez pas à consulter l'ouvrage Les gestes professionnels dans la classe. C'est vrai que vous détaillez bien tout ça, donc voilà, ça incite à la lecture. Et pour enchaîner, c'est vrai que du coup, vous évoquez justement dans le livre le modèle du multi-agenda des préoccupations de l'enseignant. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Ce que j'essayais de dire, le modèle du multi-agenda, ce que ça apporte de nouveau, c'est des outils. C'est des outils pour les enseignants, pour les formateurs, pour se voir et comprendre ce qui se passe. Alors, je ne dis pas que le modèle du multi-agenda décrit 90% de l'activité de l'enseignant dans sa classe, hein, sûrement pas. Quand je suis optimiste, je dis qu'il décrit 70% à peu près. Mais déjà, se dire, mince, oh là là, j'ai parlé tout le temps, j'ai pas écouté mes élèves, j'ai oublié de tisser, j'ai le pilotage. Alors le pilotage, c'est l'avancée du temps, c'est le choix des dispositifs. Voilà. J'avais un mauvais, non, l'outil que j'allais, le texte que j'avais ne fonctionnait pas, le dispositif que j'avais ne fonctionnait pas. Il fallait que j'en change et j'en ai pas changé, etc., etc. C'est un outil pour pouvoir se questionner seul et se questionner en groupe et se regarder. Et du coup, maintenant, avec l'utilisation des vidéos, y compris avec les téléphones, on peut très vite et très facilement arriver à se regarder. Et j'ai un collègue l'autre jour là qui me disait, maintenant,
je ne parle quasiment plus. Mon atmosphère, je ne parle quasiment plus parce que j'ai mis en place un dispositif pour que les élèves puissent travailler seuls, en autonomie, etc. Voilà, il avait compris cela, cette idée qu'il fallait laisser de la place à la parole des élèves. Il faisait ce choix d'étayage et vous comprenez bien que l'étayage est lié à l'atmosphère, est lié au pilotage, est lié au tir. Toutes ces choses-là sont liées. Ce que nous avons vu, parce que j'avais fait un travail plus bien avant, j'avais fait un travail bien avant sur les postures des élèves, notamment la différence entre les postures des élèves de milieux favorisés et les postures des élèves de milieux défavorisés. Et j'avais pu observer, nous l'avons confirmé, que lorsque les enseignants sont dans des postures d'étayage, notamment les débutants, parce qu'ils ne connaissent pas le métier, parce qu'ils ont peur, parce que, etc., ils sont beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans l'enseignement, le lâcher-prise, ils n'osent pas, l'accompagnement, c'est difficile, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils parlent trop, etc. Eh bien, ça a des effets tout à fait importants sur les élèves et on observe, par exemple, beaucoup de décrochage chez les élèves. Quelques refus, mais ce n'est pas l'essentiel. Mais une posture de contrôle dominante, par exemple, et d'enseignement dominante, contrôle, ça veut dire que je suis en cours magistral, question-réponse, 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 question-réponse. Il y en a 4 qui parlent, le reste de la classe écoute ou pas, provoque beaucoup de décrochage chez les élèves, on l'a observé. Donc, c'est des outils. Je ne peux pas détailler dans le détail ici, bien évidemment. Mais ce sont des outils d'observation, des outils d'analyse pour observer ce co-ajustement entre les postures des enseignants, les postures des élèves. Quand les enseignants experts ont un panel de postures très ouvert, ils sont en contrôle quand il le faut, ils accompagnent, ils enseignent, ils lâchent prise, ils sont dans des postures très, très ludiques, etc. Quand ils ont un panel très large, on observe que les élèves ouvrent un panel très large de postures. Quand au contraire, ils sont dans un panel très fermé, on observe que les élèves sont dans un panel très scolaire, très fermé, souvent très passif. Donc, voilà, c'est des outils d'observation et du coup, des transformations du métier, des transformations des gestes professionnels relativement faciles à opérer. Et je vois des transformations tout à fait spectaculaires chez des enseignants à la suite de formations collectives, etc., que nous menons, des transformations vraiment impressionnantes de ce qui se passe assez rapide. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. Mais c'est un métier très difficile. Cependant, si on est dans des principes assez solides derrière, des valeurs et des outils d'observation, on peut bouger, on peut faire réussir beaucoup mieux les élèves. On peut faire réussir beaucoup mieux les élèves. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Merci. On va peut-être Dominique, on a un certain nombre de questions. Oui. Si vous en êtes d'accord, je vais vous en lancer quelques-unes. Et si vous avez la possibilité, je sais que c'est très difficile, en plus vu les questions posées, mais d'y répondre le plus succinctement possible pour pouvoir en passer un maximum. La première qui a été relayée par de nombreuses personnes et qui a été posée par Béatrice Chiavassa est la suivante. Comment amener un enseignant débutant à avoir une démarche éthique et à s'interroger sur les questions d'éthique professionnelle? Oui. Vous me donnez les autres ou quoi? Non, si vous voulez bien les prendre les unes après les autres. Là, vous êtes en train de poser une question tout à fait fondamentale sur la formation. Je voulais terminer ma conférence sur cette question. Ce sont des choses qui sont relativement peu travaillées, de mon point de vue. J'ai été directrice adjointe de l'ESP de Montpellier. C'est relativement peu travaillé. Comment s'y prendre? Eh bien, comment dire? La première chose que nous avions mise en place avec mon collègue Chaban à Perpignan, je me souviens, c'est d'amener les étudiants, les stagiaires, à observer très, 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 très attentivement les élèves.
on leur demandait d'observer 3 élèves dans leur classe et de regarder attentivement ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient compris pendant une dizaine de minutes. De prendre un élève faible, moyen, fort, et du coup, voilà. Et du coup, ils découvraient des choses tout à fait fantastiques sur les élèves. Et là, cette dimension éthique de respecter et de comprendre les élèves, comment ils pensaient, leur faisait faire des progrès considérables. Par exemple, quelqu'un disait, je me souviens, il ne suit pas celui-ci, il ne suit pas, il est toujours parti, etc. Oui, il avait regardé 10 fois par la fenêtre, mais il avait répondu juste à la question surprise, surprise. C'est-à-dire d'apprendre à poser non pas un regard préconstruit sur les élèves, mais un regard singulier pour chercher à comprendre leur fonctionnement, leur représentation, etc. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais dans quelle logique les élèves étaient, et notamment chez les grands, c'est encore plus important. Pour l'instant, l'outil numéro 1 que nous avons à développer, c'est l'observation singulière, précise, en proposant aussi notamment des dispositifs que nous avons beaucoup travaillé dans d'autres ouvrages, etc. Sur ce que j'ai appelé des ateliers dirigés, c'est-à-dire où le prof prend 6 élèves et les met en travail ensemble, les regarde, les observe, regarde, comprend, intervient aux besoins pendant que le reste de la classe est en autonomie. C'est un outil magique pour faire prendre conscience de la diversité, de la richesse de ces élèves et d'amener des réponses ponctuelles à ceux qui sont le plus indiqués et de faire aider les grands par les moins forts, etc., etc. Voilà. Pour l'instant, maintenant, tout ça pose une question fondamentale de la refonte très, très profonde de la formation des enseignants. Deuxième question. Alors, une autre question qui est toujours sur l'éthique. Est-ce que c'est forcément une notion personnelle? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une dimension institutionnelle dans le sens que l'institution doit placer l'éthique au niveau politique de la question, c'est-à-dire la place de l'école dans la société? Et ça, je dirais, c'est le sujet du livre, quelque part. Oui, c'est tout à fait le sujet du livre. C'est-à-dire qu'il faut sortir des mots, ce que je disais en début de ma conférence, il faut sortir des formules pour regarder très précisément à l'intérieur des programmes, à l'intérieur des préconisations, comment c'est mis en œuvre cette affaire. Et là, il me semble que c'est un grand projet national de réflexion sur quelles sont les finalités de l'école aujourd'hui. Et quand je dis les finalités de l'école aujourd'hui, c'est un grand projet politique au sens noble du terme. C'est-à-dire en quoi l'école va préparer les élèves à affronter la société d'aujourd'hui et de demain avec toutes les catastrophes, mais aussi toutes les magnifiques expériences somptueuses qui sont en train de se produire sur l'exploration de l'espace, sur la médecine, etc. En quoi l'école peut préparer, accompagner et rendre nos élèves beaucoup plus aptes à penser par eux-mêmes, pour être créatifs. Et deuxièmement, un grand projet pour construire des intelligences collectives, à la fois développer des pensées singulières et des intelligences collectives. Ça passe par des projets. Moi, j'ai vu ça en Écosse il y a 30 ans, 40 ans, où on construisait des projets avec les élèves dans la société soutenus par l'école, par exemple. Et donc là, on a un projet éthique qui doit être mis en œuvre. Je pense qu'il faut beaucoup y travailler, qu'il faut repenser tout ça, mais que c'est une urgence absolue. Sortir des mots bienveillance, liberté, égalité, fraternité pour regarder concrètement comment ça peut se passer et comment faire en sorte que nous soyons dans une responsabilité. Alors, je reprends la question. Je dis que c'est une responsabilité complexe parce que c'est une responsabilité citoyenne et c'est ce que je viens de dire. L'école est l'avenir d'une nation. L'école est l'avenir d'une nation. On est en retard sur plein de plans en France par rapport à certaines technologies et on voit qu'on a plus, j'ai oublié, mais il y a des domaines où on est faible. Il y a des domaines où on est très bon, mais il y a des domaines où on est faible. Donc, c'est la responsabilité d'une nation, de construire une nation, son intelligence collective.
Donc, c'est une responsabilité citoyenne, mais c'est aussi une responsabilité professionnelle. Je tiens beaucoup à ça. Quand on est dans un corps de métier, ce métier, on l'a choisi, on l'a à cœur, et il nous faut le défendre, et non pas le défendre pour le conserver, mais le défendre pour le repenser, pour le mettre les pendules à l'heure. Ni les programmes, ni les dispositifs, ni les formes scolaires correspondent aujourd'hui avec la société de demain. Ça ne fonctionne plus très bien. C'est pas une catastrophe, hein, n'exagérons pas. Mais on n'est pas dans le chemin de l'ouverture et on voit des décrochages, les enseignants qui n'en veulent plus, les parents qui se plaignent, la perte de sens. Il n'y a plus de boussole, véritablement. Donc, c'est une éthique professionnelle. Et puis, j'allais dire que c'est une éthique effectivement personnelle. C'est une éthique personnelle. C'est un engagement et une responsabilité. Je pense que tous les enseignants qui m'écoutent ou qui ont été dans ce métier savent que de près ou de loin, nous nous sentons attachés à nos élèves. Nous sommes attachés à leurs résultats et nous souffrons quelque part de leur échec. Et donc, nous nous sentons responsables. Évidemment, cette responsabilité elle est lourde. Bien évidemment, aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que cette responsabilité toute personnelle qu'elle soit, il faut effectivement la partager dans le collectif de l'école, dans le collectif des collègues, dans le collectif de la collègue à côté qui a la même classe, qui a les mêmes problèmes. Il faut se parler parce que tout seul aujourd'hui, dans une classe, on ne peut pas régler les problèmes énormes que rencontre l'institution, que rencontrent les élèves, que rencontrent les familles. C'est forcément une question collective. Mais il y a ces 3 degrés de responsabilité auquel je crois, voilà, c'est un engagement dans le métier, c'est un projet de vie. Alors, être enseignant, c'est comme être infirmière, hein, c'est un projet de vie, c'est une relation humaine. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est un grand métier. Une autre question qui est partagée par beaucoup est sur l'aménagement de la classe. On dit que l'aménagement de la classe contribuerait à créer un climat scolaire serein, donc aménagement en îlot, en U. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la question de l'aménagement de la classe? Je pense profondément que c'est très symbolique et important de la manière dont l'enseignant conçoit son autorité, excusez le mot, hein, sa disponibilité pour tous, c'est la manière dont les élèves pensent et travaillent. Parce que si j'organise la place en îlot, ça veut dire que j'instaure un travail collaboratif entre les élèves. J'estime qu'ils vont faire des travaux seuls si c'est nécessaire, mais en îlot, avec tout un tas de dispositifs magnifiques qui ont été inventés, hein, pour que les élèves puissent appeler le prof, dire j'ai fini, j'ai pas fini, je demande de l'aide. Il y a des dispositifs extraordinaires qui ont été inventés par les enseignants sur ces classes en îlot, avec aussi souvent plusieurs tableaux, hein, qui sont devant, derrière, sur les côtés, un espace particulier, la table d'aide. Quelquefois, c'est les Suisses qui proposaient ça, une table d'aide où les élèves savent que là, ils peuvent avoir un petit espace et quand ils vont, ils ne savent pas qu'ils sont punis, mais c'est parce que là, ils vont avoir le prof pour eux tout seuls pendant 5 ou 10 minutes pour se faire expliquer quelque chose de précis. C'est extrêmement intéressant. Donc là, la disposition des classes, qui a beaucoup bougé à l'école primaire, mais si peu en collège, tragiquement si peu en collège, bon, voilà, est extrêmement importante. Et il y a déjà une grosse réflexion sur ces questions, sur effectivement l'atmosphère d'une classe en îlot, c'est pas l'atmosphère d'une classe où les tables sont rangées, comme disent les collègues, en autobus. D'accord? C'est évident. C'est une question, c'est un symbole. Quand on rentre dans une classe, on a déjà une idée de ce qui s'y passe. Et les élèves aussi. Oui? Merci beaucoup, Dominique. Moi aussi, j'ai toujours quelques questions. Je voulais revenir sur la question, dans le livre, vous parlez du poids des doxas. Du coup, ce seraient des principes communs qui font pas l'objet d'une réflexion approfondie, qui sont jamais remis en question, malgré des dysfonctionnements. Comment est-ce qu'on pourrait justement s'emparer de la question de ces doxas? Je veux dire, partager la définition aussi pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui.
Voilà, les doxas professionnels, je me lis, des allants de soi, voilà, ben, c'est vrai, c'est une évidence, qui sont partagés dans les salles des profs, qui sont partagés dans le repas familial, qui sont partagés quelquefois à une terrasse de café. C'est pas vraiment réfléchi, tout le monde dit ça, c'est des discours disponibles, etc. Et ces doxas sont parfois extrêmement pesantes. Et j'ai le souvenir de jeunes stagiaires tout à fait dynamiques, pleines d'entrain, avec des envies de faire des choses nouvelles, faire penser leurs élèves, etc. Et d'être entrés comme ça, faire un remplacement dans une école en me disant oh là là, eux ils pensent que, ils peuvent pas, les élèves ils peuvent pas parce qu'ils sont de milieux socialement défavorisés, et puis bon, ils parlent pas français dans les familles, et puis donc ils peuvent pas, c'est pas leur faute les pauvres petits, mais c'est comme ça. C'est des doxas comme ça qui sont qu'on rencontre. Tous les élèves ne peuvent pas être aussi intelligents. Il y en a forcément. La société elle veut des bons et des faibles, etc. Il y a des doxas sur la capacité, moi j'appelle la capacité des élèves, sur le poids des pesanteurs sociologiques. Des doxas aussi que j'entends tout le temps en formation. Il y a toujours une voix pour me dire « Ah oui, mais c'est parce que c'est une femme qu'ils sont insupportables, les élèves. » D'accord ? Elle n'a pas d'autorité. On a des choses comme ça je l'entends toujours dans les formations. Il y a toujours une petite voix qui me dit « Oui, mais c'est parce que c'est une femme qui font le chahut. » Oui, il y a des doxas comme ça qui circulent, qui sont des représentations toutes faites, pas discutées. Comment les travailler? Très honnêtement, ça ne peut être qu'en formation. Ça ne peut être qu'en formation, devant des vidéos et en discussion collective avec les enseignants. Par exemple, j'ai eu un exemple qui m'a beaucoup fait avancer, de passer une vidéo et je l'arrête au milieu et je demande, c'était un CP en train d'écrire, et je demande aux enseignants qui étaient là, et vous faites quoi? Et ils me disent, oh, on s'arrête, c'est trop long, ils sont fatigués. D'accord? Je continue la vidéo, les enfants n'étaient pas foutus fatigués. La maîtresse demande, vous êtes fatigués les enfants? Et les élèves disent, oh non, madame. Et brusquement, il y a eu une prise de conscience collective des enseignants qu'ils portaient sur les élèves, sur la durée, sur l'attention, sur etc., des jugements faux, des idées toutes faites, ce que j'appelle des doxas. C'est les choses qu'on n'interroge pas, les doxas. Hein. Il y en a des bonnes, hein, mais on ne les interroge pas beaucoup. Et donc, quand on les a interrogés sur le stage, ils disent que c'est le moment le plus important du stage. Voilà, parce qu'ils ont pris conscience collectivement par la discussion, et sans être accusés personnellement, puisque ce n'était pas eux qui étaient jugés, que peut-être ils avaient des représentations fausses des élèves, de l'apprentissage de l'écriture au CP, mais oui, c'était possible, mais oui, ces petits, ils pouvaient écrire des longues phrases sans avoir appris complètement à lire, par exemple, autre doxa, on peut pas faire écrire les enfants s'ils n'ont pas complètement appris à lire, c'est une évidence. Eh bien non, c'est pas une évidence. La preuve, c'est que c'est pas vrai. Et donc, ce sont des doxas, et pour l'instant, bien sûr, si on fait un projet de formation ambitieux un jour ou l'autre, mais pour l'instant, c'est tranquillement, collectivement, formation, de les interroger devant des faits, devant des vidéos, et les mettre en discussion. C'est de la discussion que jaillit le progrès de notre pensée, que ça nous secoue. Il faut voilà. Voilà un petit peu ma réponse. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que les élèves ont eux aussi des doxas. Ils ont aussi des représentations toutes faites. Ils ont des représentations de dire « Oh, les maths, ça ne sert à rien, hein, dans le fond. Hein. » Ils ont des représentations de dire « Ouais, mais un bon prof, c'est un prof qui punit. Parce que s'il ne punit pas, ce n'est pas un bon prof. Il ne s'intéresse pas à nous. » Il y a tout un tas de représentations du bon prof, du mauvais prof, de les sciences, c'est comme ça qu'il faut faire, voilà, de l'anglais, on l'apprend ailleurs, etc., qui sont... et puis des représentations sur ouais, mais ce prof-là est raciste parce qu'il a dit ci, il a dit ça, etc. Toutes faites. Des représentations de la rue, etc., qui sont véhiculées et qui sont en travail dans la classe. Et là, comment on va les travailler? C'est pour ça que la question de l'atmosphère,
qui sont, et des lieux, je pense qu'il y a des mouvements pédagogiques qui ont beaucoup travaillé sur ces moments de discussion collective des élèves entre eux, ces moments de concertation, je ne sais plus comment on les appelle maintenant, j'ai oublié, où les élèves vont poser les problèmes, les discuter, qui sont des moments essentiels pour faire sortir ces représentations fausses, etc. Vous voyez, on a commencé à travailler par la surface de la classe, les gestes professionnels, les préoccupations. On est allé chercher les valeurs, les finalités qui étaient derrière, intéressantes ou pas intéressantes. Et après, on descend encore en dessous, sur ce qu'on appelle les logiques d'arrière-plan, c'est doxa, et on descend encore un creux en dessous, ce que j'ai appelé les logiques profondes, qui sont infiniment difficiles à avoir accès. Je vais donner juste un exemple personnel, excusez-moi. Je ne peux pas lire un énoncé de mathématiques de CM2 sans me mettre à transpirer et à me dire « tu ne vas pas comprendre ». Et il me faut une énergie considérable pour arriver à reprendre mon calme et lire cet énoncé calmement. Il y a quelque chose dans nos histoires personnelles, scolaires, familiales, chez nous comme chez les élèves, des blocages émotionnels, cognitifs, très très profonds, des douleurs profondes, où on s'est senti mal, idiot, pas respecté ou je ne sais trop quoi, qui sont là, latentes. Et tant qu'on ne les a pas verbalisées et compris, elles sont en arrière-plan. Et lorsque je dis que la compétence numéro 1, pour moi, d'un enseignant, c'est sa capacité à observer et comprendre les élèves par tous les moyens possibles, c'est la seule façon, peut-être, d'aller à plus d'efficience, de comprendre ses postures dans la classe, ses représentations, de ce que c'est que travailler en classe. Est-ce que travailler en classe, c'est simplement répéter, apprendre, répéter, apprendre, répéter, apprendre, et si je sais par cœur, je vais réussir, ou si je me pose des bonnes questions, ben, peut-être que je vais pouvoir répondre. J'attire votre attention là-dessus parce que je connais des étudiants en psychologie, en licence, qui sont encore dans l'apprentissage par cœur, parce qu'ils ont tellement peur des partiels en ce moment, ils apprennent par cœur. Et le jour du partiel, plus rien, panique totale. Autrement dit, les conceptions, représentations sur comment on apprend, qu'est-ce que c'est qu'apprendre, qui sont des logiques très, très d'arrière-plan, mais aussi très, très profondes, il faut arriver à les travailler lentement, tranquillement. C'est ce qu'on appelle les postures d'accompagnement des enseignants. Et je ne parle pas de postures d'accompagnement individuelles. Je dis toujours que ces postures d'accompagnement, elles sont dans des petits collectifs où on discute ensemble. Et toi, tu as peur des maths, et toi, ah ben oui, etc. Voilà un petit peu comment je pense que nous pouvons faire. Voilà. J'ai répondu sur les doxa. Merci beaucoup. Vu qu'il nous reste 10 minutes, bon, je pense qu'on va dépasser un peu, mais peut-être qu'on va repasser, Sophie, s'il y a de nouvelles questions des participants. Alors, une question qui a été plébiscitée par beaucoup de personnes, c'est quel est le lien, Dominique, quels sont les liens ou quelles sont les différences que vous faites avec les 5 focales de Roland Guagou? J'ai pas regardé, j'ai regardé très 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 récemment et très très vite. Je pense que Roland Guagou est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, on était au Auvergnat tous les deux, on se connaît depuis si longtemps. C'est quelqu'un que je trouve extrêmement, extrêmement cultivé, que je trouve un connaisseur très bien au-delà de la dimension strictement de lecture-écriture sur laquelle il a beaucoup, enfin lecture surtout, sur laquelle il a beaucoup travaillé. Et donc, il a des approches qui sont très, comment dire, spécifiques, etc. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion. Nous n'avons pas les mêmes entrées sur le métier, sur le conseil, sur l'accompagnement. Peut-être qu'il est plus technique que moi, je ne saurais dire. Moi, j'essaie d'avoir cette vision d'ensemble.
Peut-être que lui, il est plus dans le détail. J'ai relu des choses très, très intéressantes qu'il a écrites très récemment. Donc voilà, moi, je suis plus sur le développement des sujets, des personnes. Le sujet, la personne, l'élève. Le sujet, la personne, le prof. Et lui, il est peut-être plus, mais je dis peut-être des bêtises, sur les dispositifs, les concepts avec un regard critique. Je m'arrête là-dessus parce que c'est quelqu'un que j'estime infiniment et qui a été extrêmement maltraité par l'institution pour le travail magnifique qu'il a fait. Une autre question, est-ce que l'on parle de gestes professionnels de l'enseignant ou bien sont-ils réellement différents entre les enseignants du premier degré et ceux du second degré? Écoutez, très profondément, le modèle que nous avons construit avec des quantités de vidéos du primaire, il n'y en a pas eu en maternelle, hein. Primaire, collège, lycée, lycée professionnel, université, d'accord? On a regardé, on a fait des vidéos beaucoup, etc., etc. On a beaucoup travaillé là-dessus, un travail de 4-5 ans. Nous ont montré que c'était des fondamentaux, ce que nous avons fait, montrer. Tissage, étayage, pilotage, c'est des fondamentaux, c'est des préoccupations fondamentales, d'accord? Mais que chaque fois, elles vont s'exprimer selon le contexte didactique de manière différente. Je ne sais pas moi, mais le tissage, par exemple, en sport et le tissage en mathématiques ne peuvent pas être du même ordre. Le tissage en art peut-être semblable avec des choses de littérature, etc., etc. C'est-à-dire que chaque contexte disciplinaire, c'est pour ça que j'ai parlé aussi beaucoup des gestes didactiques spécifiques des enseignants. Et dans ces gestes didactiques spécifiques des enseignants, ils contiennent toujours de l'étayage, du tissage, de l'atmosphère, etc. Et donc, ils vont se conjuguer, se manifester avec des préoccupations identiques, mais ils vont en fonction des contextes, qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes. Je vous signale qu'en début de CP et en fin de CP, ce n'est pas les mêmes gestes didactiques, ni tout à fait les mêmes gestes de tissage, ils vont évoluer. Mais la préoccupation, elle est du même ordre, j'allais dire. Et pour vous dire à quel point c'est semblable, c'est que ce modèle des gestes professionnels, le multi-agenda, a été beaucoup repris dans des enseignants pour des infirmiers, parce qu'il correspondait probablement à des préoccupations identiques, sauf qu'au milieu, ce n'est pas des objets de savoir, mais c'est des soins, c'est faire comprendre aux malades qu'il faut qu'ils fassent ceci ou cela. Mais il y a des préoccupations qui sont, semble-t-il, du même ordre. Ce sont des métiers des métiers de la parole et des métiers de la relation humaine. Mais ils ont, j'allais dire, d'un prof à l'autre, d'un cours à un autre, ils vont évoluer. L'ajustement, il est constant. Mais la préoccupation éthique, c'est la même. Voilà un peu ce que je veux dire. C'est pour ça que, excusez-moi, je vais faire un peu de publicité pour les travaux de ces belles équipes qui ont travaillé avec moi. Ce modèle circule partout parce qu'il doit correspondre à des situations très diverses. Il circule à l'étranger, dans des pays très, très différents. J'en suis toujours étonnée. Et je pense que les travaux des équipes qui ont travaillé avec moi, ils ont probablement été des équipes très, très pluridisciplinaires, de niveaux différents, de psychologie, de didactique, de sciences du langage, etc., sociologie, etc., ont dégagé peut-être des axes fondamentaux sur lesquels, moi, je fais très attention de dire attention. Ces axes fondamentaux, ce sont des axes éthiques, du respect de l'autre, du souci de l'autre, du souci de cette grande culture qu'on veut lui faire obtenir, du souci de la solidarité et surtout du souci de l'émancipation, de penser par soi-même. Regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux actuellement. On n'est plus dans des conduites réfléchies, on est dans des conduites réflexes. C'est Mérieux qui disait ça l'autre jour. Les adolescents ne pensent plus, ils sont dans des conduites réflexes. Il n'y a plus cet espace de réflexion, de pensée. Donc, que fait l'école pour faire ça? C'est son boulot. C'est son boulot de construire ces espaces pour penser pour les élèves. Que ce soit en CP, en maternelle, que ce soit au lycée. L'idée, c'est effectivement comment je vais prendre un dispositif pour qu'ils puissent penser.
penser par eux-mêmes, mais pas tout seul. Penser avec de la culture, parce que la culture, c'est un outil pour penser, pour agir. Et puis penser avec le collectif. Voir si, dans le fond, je ne suis pas trop sûr de moi. Apprendre le doute. Apprendre le doute. C'est une valeur fondamentale, apprendre le doute. Dans le relativisme, hein, le doute. Voilà ma réponse à… Il y a quelque chose de l'universel dans la relation éducative. Et je pense que probablement, on doit pouvoir y réfléchir pour les familles, il y a des choses identiques. Je n'y ai pas réfléchi. Voilà. Autre question difficile? Oui, une autre question. Il faut chercher à comprendre les élèves par tous les moyens. Comment un professeur peut-il se préserver et ne pas être submergé par toutes ces préoccupations? Et en fait, il y a deux questions dans la question. Et quels outils un formateur peut-il donner aux stagiaires qui l'encadrent? J'ai un peu répondu tout à l'heure, peut-être que je vais reprendre. Se préserver, je crois que j'ai jamais réussi à me préserver. Se préserver, c'est ce qui a toujours été mon réflexe, est-ce que vous avez parlé de moi quand j'étais prof, c'est de travailler en équipe. Une classe, c'est une communauté éducative. Ce n'est pas un prof devant ses élèves, même quand il est en primaire. C'est une communauté éducative. Et les décisions qui sont prises, les regards qu'on porte sur les élèves, moi j'ai suivi des gens qui travaillent sur ces communautés éducatives, etc. Il y a vraiment un besoin d'accompagnement hein, quand ils sont en difficulté devant des élèves qu'ils ne comprennent pas ou qui sont dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement tendues, avec des réactions très violentes. Comment réagir devant un élève qui a des réactions très violentes? Tout seul, c'est difficile. Et on peut faire des bêtises involontairement et avec la meilleure volonté du monde. Hein. Il n'y a jamais aucun jugement sur les comportements des enseignants de ma part. Jamais. C'est un métier extrêmement difficile, je pense, et de plus en plus difficile. Donc la question, se préserver, c'est le collectif, c'est travailler en équipe, c'est stop, au secours, je parle, je discute, etc., je partage. Et ces espaces sont en train, hélas, de diminuer. Je suis désolée. Quant à la capacité d'observer, eh bien, il y a des tâches qui sont particulièrement intéressantes pour observer des élèves. Moi, je suis une fanatique inconditionnelle de mettre les élèves en écriture. Écriture au début du cours, écriture au milieu, écriture à la fin du cours, parce que du coup, dans ce qu'ils écrivent, liste de mots sur une leçon qu'on va faire, ou sur un événement, ou sur quelque chose, une liste de mots, ou une question, ou, tout un tas de formes d'écriture, et à la fin, qu'est-ce que j'ai compris? Eh bien, on apprend beaucoup de choses. Dans mon livre, je prends un exemple qui m'a beaucoup amusé, où un enseignant, à la fin d'une leçon de géographie, où il voulait montrer que la Terre était ronde et tournée, etc., il avait pris une orange avec un système assez classique pour montrer, etc. Et à la fin de la journée, il y a un petit travail sur qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Et il y a un élève qui écrit, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une orange, on l'a épluchée et on l'a mangée. Et l'autre et un autre élève écrit, aujourd'hui, on a fait de la géographie, déjà, vous savez qu'est-ce qu'on avait fait, et puis j'ai compris que la Terre était ronde. Et cette petite phrase, ça c'est les travaux de Paris 8, de Crinon et compagnie sur les écrits en fin de journée ou au milieu, nous en apprend des tonnes sur qu'est-ce qu'ils ont compris de ce que j'ai fait, où est-ce qu'ils étaient, où est-ce que je les ai perdus ou pas. Donc ce rapport à l'écriture, enfin au milieu, etc. Moi j'ai des vidéos magnifiques qui montrent justement la progression de la pensée des élèves, qui nous permettent de voir que tous ne progressent pas à la même vitesse, que quelquefois il faut ralentir, reprendre, revenir en arrière. Voilà. Et donc la question de l'observation, l'écrit pour moi est un outil majeur pour observer l'évolution des élèves de la maternelle, je dirais, de la maternelle
jusqu'à l'université où combien j'ai pu voir dans les écrits de mes étudiants combien il y avait des choses qui leur échappaient complètement et que, par exemple, ils n'avaient pas compris encore, arrivé à l'université, que lorsqu'ils écrivaient, il y avait un destinataire qui allait les lire, hein, par exemple. Ils n'ont pas compris qu'il y avait un destinataire. Donc, on avait raté ça quelque part. Donc, observer les élèves, c'est aussi pour comprendre nos propres ratés, pas seulement les ratés, les difficultés des élèves. C'est en quoi le dispositif, le cours a comment dire, un nœud didactique. Il y a des cours, il y a des notions difficiles, des passages difficiles. En écriture, il y en a plusieurs. Des passages difficiles. Et il faut observer si les élèves les passent ou ne les passent pas. Il y a des notions clés, etc. Donc, c'est vrai que c'est tout le travail sur les écrits intermédiaires, hein, que j'ai beaucoup développé, que j'appelle les écrits intermédiaires, un outil fabuleux pour suivre la pensée et aider les élèves à penser aussi. Voilà. Merci beaucoup, Dominique Bucheton. Il est déjà 19 h malheureusement. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux ce soir. Merci à tous pour vos questions. On est vraiment désolé malheureusement de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Il y a des questions que j'ai ratées. Oui, il va falloir qu'on refasse un événement comme ça. On va être obligé. En tout cas, à tous, pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à lire le livre de Dominique Bucheton, Les gestes professionnels dans la classe, éthique et pratique pour les temps qui viennent. Donc, il est disponible en librairie ou sinon via notre site ESF Sciences Humaines, esf-scienceshumaines.fr. J'ajoute, et vous ne l'avez pas dit, qu'il y a un nouveau chapitre sur le numérique. Oui. Qui arrivera prochainement dans la prochaine émission, effectivement. Parce que c'était une question importante à réfléchir. Qu'est-ce que fait le numérique dans nos classes aujourd'hui, en bien ou en pire? Tout à fait, oui. Merci à vous tous. Merci. N'hésitez pas aussi, si vous voulez suivre les actualités des éditions ESF, donc les rééditions des gestes professionnels, mais aussi tous nos autres ouvrages, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou directement sur notre site internet. Merci à tous. Vous recevrez le lien en replay pour ceux qui sont arrivés en cours ou n'ont pas pu voir la fin. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles rencontres. Au revoir. Au revoir. Au revoir.